et quand je parle d'armes psychologiques de niveau militaire, je ne plaisante pas. Quand j'ai fini par comprendre que on utilisait des méthodes de torture psychologique sur nos enfants à l'école, juste en face de chez moi, il fallait faire quelque chose. Si on contrôle l'esprit, on contrôle le corps. Bonjour à tous et bienvenue sur Kate TV pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, je reçois Yann Charrier. Bonjour Yann. Bonjour Kate, merci beaucoup de me recevoir. Mais avec plaisir. Alors, vous êtes psychologue du travail et des organisations diplômé d'État et spécialisé en évaluation psychologique des personnes et des systèmes. Vous nous expliquerez d'ailleurs en quoi ça consiste exactement. Ensemble, nous allons parler de votre très petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération, paru en auto-édition. Et d'ailleurs, vous pouvez remercier l'association Chair à tout cœur et plus précisément Muriel pour ce coup de pouce, que je salue d'ailleurs Muriel, parce que c'est elle qui m'a transmis en fait vos coordonnées et qu'on puisse vous inviter. Donc merci à elle. Et puis c'est surtout ce que j'avais envie de dire, c'est l'importance de souligner en fait le soutien qu'on a entre nous tous, en fait, les partenaires associatifs, les professionnels et les médias. Voilà, rappeler à tout le monde qu'on n'est pas tout seul et qu'on essaye de tous se soutenir. Alors avec vous, on va évoquer la période du Covid, les séquelles, les traumatismes occasionnés par les mesures liberticides et dictatoriales imposées. Alors tout d'abord, vous qui êtes psychologue, nous sommes en 2025 avec la prise de recul, parce qu'il y a tout de même une prise de recul. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire ? Alors, avec le recul qu'on a depuis 2020, je dirais qu'on peut on peut se rappeler que le gouvernement est là pour nous gouverner et non pas pour notre bien. Ils nous ont imposé des mesures dites sanitaires, ce que moi en fait je décrypte dans ce petit livre comme des mesures surtout psychologiques pour nous contraindre à adopter le bon comportement. Et donc à chaque fois qu'un gouvernement, qu'une personne qui nous contrôle, qui nous dirige, peu importe que ce soit un patron ou un soi-disant représentant, nous parle de notre bien, il faut bien se rappeler qu'ils ne sont pas là pour notre bien, mais d'abord pour le leur. Je pense que c'est ça la leçon dont on doit se souvenir en 2025. Alors, je l'ai dit dans votre présentation, vous êtes spécialisé en évaluation psychologique des personnes et des systèmes. Qu'est-ce que ça signifie exactement et en quoi consiste votre profession ? Grosse question, Kate. Alors, non, mais c'est pour qu'on comprenne en fait le cheminement. Si je vous pose cette question, c'est pour ensuite parler de ce petit guide. Bien sûr, bien sûr. Le boulot de psychologue du travail est très méconnu parce que l'intitulé en entier, c'est psychologue du travail et des organisations. C'est-à-dire comprendre comment l'organisation humaine influence notre esprit et notre comportement. Alors, nous, on travaille principalement, généralement, dans des entreprises, mais ça peut être dans des centres de souffrance au travail, par exemple. Et la façon dont est organisé le travail va influencer notre comportement, notre façon de penser, etc. Ça, c'est au niveau en général. Moi, personnellement, je suis spécialisé en évaluation, c'est-à-dire que quand on veut modifier quelque chose, on doit d'abord évaluer cette chose. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait du mal? Comment ça fonctionne? Et cette évaluation, elle se base notamment sur l'évaluation de la personne. Par exemple, vous, Kate, est-ce que vous êtes plutôt comme ci? Est-ce que vous êtes plutôt comme ça? Est-ce que vous allez bien ou pas? Qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Mais également l'évaluation du système dans lequel vous êtes inséré. Et c'est ce système qui va avoir une influence décisive sur vous. Par exemple, quand on pense à vague de suicide chez Orange, est-ce que c'est dû aux personnes ou est-ce que c'est dû au système organisationnel dans lequel ils sont insérés? Bien sûr, on s'en rend pas forcément compte quand on bosse, mais parce qu'on a la tête dans le guidon. Mais dès qu'on lève la tête du guidon, on se rend compte que c'est le vélo sur lequel nous sommes assis qui va fortement nous fatiguer les jambes. Donc, moi, c'est ma spécialité.
Voilà. Et la Et suite de la question. comment on est objectif, par exemple, quand on est psychologue du travail et que donc on fait partie d'une entreprise, on nous demande d'évaluer le personnel, les salariés. Là, par exemple, vous avez évoqué le cas de Orange. C'est une grosse difficulté, en effet, que ce soit au niveau de l'évaluation des salariés ou de l'évaluation de quelqu'un qui va mal, qui vient dans un cabinet d'un psychologue clinicien, quel que soit son problème, un problème familial, un problème personnel, c'est bien évidemment très difficile de rester aussi objectif que possible, parce que nous sommes des êtres humains, bien sûr. Donc, il est nécessaire déjà de se détacher un petit peu de ce qu'on demande, c'est-à-dire que Mhm. de ce que va vous demander votre patron, et dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire plus d'argent, par exemple. Là, D'accord. il vaut mieux pas accéder à la demande. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de la demande. Si quelqu'un vient, si vous venez dans un cabinet de psychologue clinicien pour des problèmes personnels, on peut tous avoir des problèmes. Hein, c'est pas. Vous allez avoir une attente à laquelle le psychologue ne répondra pas forcément. Il doit comprendre votre attente et la reformuler de façon à vous aider sur le chemin, par exemple, de la guérison, du changement, etc. Comment rester objectif? C'est une des raisons pour lesquelles on est formé pendant 5 ans. Hein, c'est difficile et on doit y arriver. Je peux pas vous refaire malheureusement un topo de 5 ans de formation d'un psychologue. Mais c'est pareil pour un psychiatre, pour un médecin, ou même pour vous. Vous devez rester objectif dans vos entretiens. Hein, vous pouvez, vous y mettez sûrement tout votre cœur, mais vous devez avoir le recul journalistique nécessaire. Et c'est quelque chose qui existe dans de très nombreux domaines professionnels, peu importe qu'on soit boulanger, journaliste ou psychologue. Alors c'est un autre débat effectivement. Vous savez que dans le journalisme, l'objectivité n'est pas toujours présente. Hein. Ça c'est un autre, mais c'est un autre débat. Est-ce que c'est toute votre expertise en tant que psychologue qui vous a conduit à finalement écrire ce petit guide de survie? Et j'enchaînerai avec une autre question. Est-ce que ce petit guide de survie est aussi peut-être une réponse au manuel de survie qui a été annoncé par Emmanuel Macron? Alors, Non, ça vous fait sourire. ah oui, ça me fait sourire parce que vous avez beaucoup de questions intéressantes. Alors, je dirais non, non et non. Ça n'est pas le fruit de mon expérience de psychologue, mais c'est plutôt le fruit de mon expérience de vie personnelle, parce que moi j'estime que la plupart des psychologues auraient pu l'écrire. Il n'y a rien de très exceptionnel dans ce guide. Ce qui, moi, m'a donné envie de l'écrire, c'est que depuis 2020, je tente d'alerter sur 7 problématiques spécifiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va orienter notre esprit, nos comportements à travers la crise du Covid, mais je me suis rendu compte par la suite que c'était les mêmes méthodes qui étaient utilisées pour la guerre en Ukraine, pour le réchauffement climatique, etc., etc. Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'avais du mal à communiquer sur le sujet. Et je commençais à accumuler pas mal d'informations, donc j'ai mis tout à plat et ça m'a, moi, personnellement aidé à mieux dormir la nuit et à me faire entendre, par exemple, ici, sur votre plateau. Ensuite, euh, moi, mon expérience de psychologue, elle est un peu particulière puisque j'ai arrêté l'école à 17 ans. J'ai passé l'équivalent d'un bac suite à un accident de travail. Je me suis réorienté là-dedans parce que ça m'intéressait fortement, mais c'est une erreur. C'est une erreur du système en fait. Et pourquoi je suis tombé là-dessus? Parce que j'ai déménagé par hasard. J'ai emménagé face à une école primaire en 2020. Et c'est quand j'ai vu les enfants masqués que ça m'a rappelé un vieux documentaire que j'avais vu 10 ans auparavant. Et alors j'ai cherché un petit peu et quand je suis tombé sur le poteau rose, là, j'ai été obligé de me bouger et de commencer à alerter, notamment toutes les crèches de mon département, tous les syndicats de France et bien sûr sans aucun résultat. Donc c'est là que je me suis retourné vers les réseaux sociaux, vers alors pas Facebook, mais vers Twitter, Telegram, etc., que j'ai découvert des journalistes indépendants. Je ne savais même pas que ça existait. Vous voyez, ça fait 20 ans que j'ai plus de télévision, ce genre de choses ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par la propagande télévisuelle. Et quand j'ai découvert, entre autres, le média en 4K2 et vous, je me suis dit, mais c'est super, on va essayer de faire quelque chose.
Et donc, moi, je pensais qu'il était nécessaire de créer ce petit guide parce que c'est un lien entre ce qu'on fait ici dans le monde numérique et ce qui se passe dans le monde réel. Ce petit livre, on peut très bien le donner à quelqu'un qu'on apprécie, mais on peut très bien aussi le donner à quelqu'un qu'on déteste. C'est pas du tout un problème. On peut se le mettre dans la poche, il fait 100 pages, c'est un format poche, pour aller en discuter à la sortie de l'école avec d'autres parents. On peut c'est beaucoup plus, c'est un guide de survie, mais également un guide qui va nous permettre de communiquer avec d'autres personnes. Est-ce que ça répond à votre question, Kate? Et il y avait une autre question, c'était de savoir est-ce que c'était en réponse, ce petit guide de survie, il a été créé, il a été conçu Ouais. en réponse au manuel de survie d'Emmanuel Macron, parce que là on est presque, je sais plus, mais Emmanuel Macron a annoncé son manuel en mars, je crois, de 2025, et puis vous, il est sorti aussi dans la foulée, peut-être, non? C'était Alors, en fait, non, c'est un condensé des petites conférences ou des moyennes grosses conférences que j'ai pu faire grâce au soutien d'autres médias indépendants tels que le Front Médiatique et Kairos et bien d'autres. Donc, c'est un résumé de conférences de 2, 3, 4, 5 heures. Et c'est quand même plus pratique d'avoir ça dans la poche que de se taper 5 heures de conférence. Tiens, tu veux pas regarder cette vidéo de 5 heures, tu vas voir, c'est très intéressant. Non, ça ne marche pas. D'une part. D'autre part, j'ai voulu dénoncer ça et proposer des alternatives fonctionnelles avant la dernière présidentielle. Donc tout ça, toutes ces informations, elles étaient disponibles avant les dernières présidentielles. Ça ainsi des propositions d'organisation au niveau national. Mais c'est vrai que ce guide de survie à la guerre russo-ukrainienne, c'est assez rigolo. Là, qu'on n'a l'intérêt, pas c'est que encore reçu d'ailleurs, hein, qu'on n'a pas encore reçu. Enfin, je sais pas vous, euh, mais moi j'ai rien reçu, hein. j'ai rien reçu, ni ça, ni les bouteilles d'eau, hein. Ni les cachets d'iode contre la radioactivité. Moi, je suis né en 79. En 1986, je me souviens très bien qu'on n'a pas reçu d'iode non plus. Après Tchernobyl, d'ailleurs, qui vient aussi d'Ukraine. Donc non, ça, à la base, ça n'avait rien à voir. C'est juste que la croisée des chemins nous amène ici à ce moment-là. Alors pourquoi ce terme de guerre psychologique de cinquième génération? Qu'est-ce que ça signifie? Alors la guerre psychologique, pourquoi je parle de guerre psychologique? Parce que en psychologie sociale, on a tendance à considérer qu'il y a deux types de groupes, les groupes dominants et les groupes dominés. Hein, peu importe qu'on soit blanc, noir, jaune, homme, femme, un politique, un boulanger, un plombier ou un psychologue, ça n'a aucun espèce d'intérêt en psychologie sociale. Ce qui est important, c'est le rapport entre les groupes dominants et les groupes dominés. C'est-à-dire que bien souvent, les groupes dominants, alors ça se décline de plusieurs façons. Les groupes dominants détestent les groupes dominés et les groupes dominés, en retour, n'aiment pas non plus les groupes dominants. Euh, et donc, et donc avant, on parlait de lutte des classes. Lutte des classes, les pauvres contre les riches, les capitalistes contre les ouvriers. Et maintenant, j'ai entendu des sociologues qui parlent de guerre des classes. Pourquoi? Parce que l'équilibre de pouvoir est tellement plus important, le déséquilibre des pouvoirs est tellement plus important qu'on n'est plus dans une simple confrontation. On est dans une guerre, voire certains parlent de guerre d'extermination. Donc, pour moi, c'est vraiment de la guerre psychologique et on a utilisé des armes psychologiques de niveau militaire pour contraindre notre comportement, pour notamment aller se faire piquer. Et quand je parle d'armes psychologiques de niveau militaire, je ne plaisante pas. C'est vraiment ce que c'est. Donc pour moi, c'est vraiment une guerre psychologique. Je pense qu'on va continuer à en parler un petit peu, mais le simple, les protocoles dits sanitaires qui n'ont en fait quasiment aucun sens au niveau sanitaire, pour moi, ont un sens tout à fait cohérent au niveau psychologique. D'une part, Alors, et d'autre part, la cinquième génération, pourquoi? Parce que les guerres de première, deuxième, troisième génération, grosso modo, c'est des guerres classiques. On commence avec des bâtons et des cailloux, on finit avec des armes nucléaires. Les guerres de quatrième génération, c'est les guerres Facebook, par exemple les printemps arabes. Ce sont des déstabilisations de gouvernements qui sont amenées grâce à des réseaux sociaux. Ça, c'est la guerre de quatrième génération. La guerre de cinquième génération, c'est la guerre psychologique contre les peuples pour nous empêcher, c'est une guerre d'empêchement, pour nous empêcher de nous organiser, pour nous soumettre, tout simplement.
Et là, depuis ces dernières années, on a vraiment monté un level dans, dans les outils utilisés par les gouvernements, et pas qu'en France, bien sûr, pour nous soumettre. C'est pour ça que je parle de guerre. Alors justement, vous parlez aussi d'outils de torture psychologique qui ont été Mmh, utilisés et qui oui, étaient déjà utilisés dans le milieu militaire ou dans le milieu carcéral. C'est pour ça tout à que fait. vous mettez quelques photos d'ailleurs dans Mmh. votre petit guide. Quel lien vous faites entre ce qui s'est produit pendant la crise du Covid et justement cette torture psychologique? Où est-ce qu'on a pu la retrouver? Alors, je vous fais le petit historique très rapidement. En 1951, il y a un monsieur, le docteur Donald Hebb. Lui, c'est un des précurseurs de ce qu'on appelle la torture psychologique. Lui, il a commencé à travailler au Canada, à l'université McGill, sur les méthodes d'isolation sensorielle. Donc, dans le film américain, vous avez sûrement déjà vu ça. C'est un mec en combi super classe, dans un grand bain flottant, avec des néons et des effets spéciaux. Dans la réalité, ce sont des procédés qui sont beaucoup plus simples. On vous bande les yeux, on vous bouche les oreilles et on vous empêche de vous toucher et vous vous retrouvez tout seul dans le noir. Ça, c'est de l'isolation sensorielle à 100%. Ça, c'est extrêmement destructeur pour l'esprit humain. C'est-à-dire que quasiment personne tient 24 heures. On devient fou, mais vraiment fou, très très vite. Ces méthodes, elles ont été opérationnalisées, réutilisées, par exemple, à la prison de Guantanamo Bay à Cuba. Donc, il y a des photos disponibles dans le manuel, j'espère que vous pourrez peut-être en mettre dans cette vidéo. Et on va s'apercevoir que les méthodes d'isolation sensorielle telles qu'utilisées à Guantanamo Bay ont été les mêmes, mais quand je dis les mêmes, c'est vraiment les mêmes méthodes qui ont été utilisées sur la population civile en France euh, pendant le Covid, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit sur nos enfants. Le protocole sanitaire, c'est de l'isolation. Hein, on ne se touche plus, on est isolé, on se masque, on est isolé, on ne voit plus le sourire de l'autre, on n'a plus le droit quasiment de se parler, de se serrer la main, c'est de l'isolation. Et tout ça, c'est extrêmement mauvais pour l'esprit humain, ça brise l'esprit humain. Par exemple, Julian Assange, quand il a été libéré, là, il n'y a pas si longtemps, il a parlé de ça, il a témoigné de ça, notamment son collègue de la cellule d'à côté, où il était tout seul avec une vieille clim qui marche mal. Pourquoi une clim? Parce que ça produit du bruit blanc. Au bout d'un moment, on ne s'entend même plus penser, on ne s'entend même plus parler. Ce genre de méthodes ont été utilisées à Alcatraz. Interdiction de se parler les uns aux autres. Ça vous rend fou à une vitesse qui est inimaginable. Même le célèbre Al Capone est devenu complètement fou à Alcatraz. Pourquoi? Isolation, interdiction de se parler, c'est de l'isolation sensorielle. L'être humain est très sensible à ça. Nous, on a besoin de se parler, on a besoin de se toucher, on a besoin de rigoler, on a besoin de se serrer dans les bras entre copains. Ce sont des besoins vitaux pour l'esprit humain, comme boire, manger, dormir. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment les mêmes méthodes qui avaient été utilisées. Et quand je me suis rendu compte de ça, je pouvais plus dormir. Forcément, quand j'ai fini par comprendre que on utilisait des méthodes de torture psychologique sur nos enfants à l'école, juste en face de chez moi, il fallait faire quelque chose. On peut pas rester là comme ça à rien faire, c'est pas possible. Et pourtant, à l'époque, la majorité, en fait, des citoyens français Mmh. a accepté ces restrictions. La majorité s'est soumise, avant la vaccination déjà au port du masque, même à l'extérieur, et puis ensuite s'est soumise à la vaccination. Comment on explique ça? Parce que finalement, on a été peu nombreux à s'élever contre ces mesures liberticides. Alors, moi, je l'explique de plusieurs façons différentes, mais notamment par l'utilisation de méthodes de manipulation psychologique qui ont été Mmh. élaborées en laboratoire depuis au moins 50 ans. Je veux dire, il y en a plein. J'ai vu plein de méthodes de manipulation passer à la télé, à tel point que j'en ai fait une liste. J'ai fait un best-of et je me suis dit, tiens, je vais faire des conférences là-dessus pour expliquer quelles sont ces méthodes aux gens. Si on ne connaît pas ces méthodes, on tombe dedans en général. Par exemple, on parlait là, il y a 2 secondes, d'isolation sensorielle. Si vous regardez la fiche des protocoles sanitaires que j'ai sous les yeux, clairement, c'est un cheval de Troie. On va vous faire croire que
éviter votre voisin, ça va vous faire du bien, alors qu'en fait, ça vous détruit. On va vous faire croire qu'il y a des malades asymptomatiques. Malades asymptomatiques, c'est une méthode bien connue qui date des années 70 afin de créer une psychose paranoïaque artificielle. Ça, on le sait très bien. On a découvert ça pendant la guerre froide dans les sous-marins nucléaires. Il suffit de vous faire croire, si j'arrive à vous faire croire, Kate, que dans votre studio, dans votre équipe, il y a un espion russe, ça se trouve, c'est votre voisin d'à côté. Si vous le croyez, si votre équipe le croit, alors le rapport des uns envers les autres va être modifié. Vous n'allez pas parler de la même façon à votre collègue, le gros Roger, qui est d'habitude si sympathique. Vous allez vous dire, mais peut-être que c'est un espion russe, je devrais pas tout lui dire. Et alors là, ça va modifier les rapports à tel point qu'on entre dans un jeu social, qui est le jeu de la paranoïa. Et à force de se comporter comme un paranoïaque, on devient paranoïaque. Hein, on devient ce qu'on fait. Vous, Mais à un moment... qu'est-ce qui Pardon. explique justement, pardon, qu'est-ce qui explique que moi, par exemple, si vous me dites ça, mais d'abord je vais écouter mon intuition, je vais regarder mon équipe et je vais me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte Yann en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qui va faire que moi je vais douter de votre parole et qu'une autre personne en fait va prendre pour argent comptant ce que vous allez lui dire? Alors là, bien sûr, je n'ai pas de réponse. Si ce n'est, enfin, j'ai plusieurs éléments de réponse, mais d'une part, est-ce que vous faites confiance à votre gouvernement? Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt un Gaulois réfractaire ou un mouton suiveur? À la base, j'entends. D'une part. D'autre part, il faut savoir que, enfin, moi je pense qu'il y a une nette corrélation entre le nombre de piqûres que vous avez reçues et le nombre de télévisions qu'il y a chez vous. Pourquoi? Parce que la télévision, l'école, etc., la radio, la presse, ce sont des outils de normalisation. Avant toute chose, ça normalise les pensées et les comportements. Ce qu'on apprend à l'école du CP jusqu'au bac+3, c'est à plus de 50% de la normalisation. Normalisation, ça veut dire accepter et intégrer des normes. Par exemple, la norme de je me lève le matin, je prends un petit déjeuner, je m'habille avant d'aller au travail, je vais pas en pyjama. Ça, c'est une norme. Vous êtes dans votre studio, moi je suis chez moi, j'aurais pu rester en pyjama. C'est pas grave, il n'y a rien d'obscène. Mais c'est pas ma norme. Je me lève le matin, je prends une douche et je m'habille. Voilà, c'est comme ça, c'est rentré dans mon crâne depuis que je suis enfant. Tout ce qu'on voit là au niveau du... Alors c'était le Covid, après c'était la guerre en Ukraine, il faut donner ses couvertures aux Ukrainiens, après il faut changer, il faut jeter sa voiture parce que le changement climatique, c'est plus le réchauffement d'ailleurs, maintenant c'est le changement. Tout ça, c'est de la normalisation. On va normaliser votre pensée grâce à des outils de normalisation. Ça, pour moi, ce sont des attaques sur le cerveau humain, sur notre Mhm. esprit, par ce qu'on appelle la normalisation. Ce sont des processus qui sont très bien connus depuis les années 70. Donc, en fait, ce qui s'est passé en France notamment, mais dans de nombreux pays dans le monde, depuis 2014, 2015, on a vu les gouvernements ont intégré des cellules de psychologie comportementale. Alors ça a commencé avec des rapports, il me semble que c'était Mindspace, par exemple. Ce sont des rapports qui vont expliquer à nos dirigeants à quoi ça peut bien servir la psychologie pour orienter les peuples. Et puis à partir de 2014-2015, donc on a vu par exemple le BVA Nudge Unit, c'est une unité de psychologie comportementale qui avait été contractée par le gouvernement pour nous faire passer de l'imposition quand on écrit sa feuille d'impôt, de la feuille papier à la déclaration par Internet. Et on a utilisé des méthodes de nudge, donc ce sont de nouvelles méthodes de psychologie comportementale pour modifier votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. Est-ce que vous vous étiez rendu compte qu'on avait utilisé des méthodes psychologiques pour que vous déclariez sur Internet? Moi, je l'avais pas remarqué. Vous l'aviez remarqué, vous? Non, non plus. C'est Non, non. invisible. C'est quasiment invisible. Si je vous dis, Kate, vous, alors, que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas, hein, vous avez choisi de ne pas vous faire vacciner, Kate. C'est votre responsabilité. Si je vous dis ça, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un nudge par architecture de choix? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une méthode de manipulation? Pourquoi? Parce que vous n'avez rien choisi du tout. Vous vous êtes levé un matin, il y avait un vaccin disponible, une injection, et voilà, vous n'avez pas choisi de ne pas vous faire vacciner parce que on peut choisir de se faire vacciner, mais on ne peut pas choisir de n'être pas vacciné parce que c'est comme ça qu'on vient au monde. Hein, on a renversé l'architecture des choix pour vous faire croire que le choix par défaut, c'est d'être vacciné, alors que c'est Enfin, faux.
Oui, et puis pendant cette période du Covid, quand même, on peut dire que tous les moyens ont été mis en œuvre pour tout de même stigmatiser à la fois les non-vaccinés, ceux qui ne respectaient pas les distanciations sociales et toutes les contraintes qui avaient été imposées. Euh, Nous, on l'a vu, on a vu toute cette orchestration, mais c'est vrai que la plupart, j'en reviens à ça, ne l'a pas forcément vu. Beaucoup ont été se faire vacciner. Alors, je ne porte aucun jugement, hein, voilà, chacun est responsable. Et puis en plus, il y a eu tellement de, on va dire, il y a des gens qui ont été un peu forcés. Bon, chacun a ses raisons. Voilà, je ne porte pas de jugement. Mais on a bien vu que tout ce qui avait été mis en place, même à l'école, si vous aviez des enfants, et ben, il a fallu leur faire porter le masque. Malgré tout, ça a été une période très, très, très difficile, à la fois psychologiquement, à la fois socialement. Voilà, ça a été très compliqué. Oui, mais alors, je trouve ça sympa avec vous parce que on a beaucoup de désaccords sur nos accords. Moi, Mais dans mes tant mieux. souvenirs, ah bah oui, mais c'est super. Du coup, il y a un dialogue. Vraiment, on peut vraiment parler de choses. Moi, dans mes souvenirs, j'ai jamais vu autant de manifestations en France et dans le monde. Hein, les manifestations pour la liberté, c'est pas qu'en France, et il y en avait une quantité phénoménale. De ce que je me rappelle, il a été très difficile de dépasser les 50% d'injectés. Hein, il a fallu utiliser des méthodes extrêmement contraignantes. Le chantage à tous les niveaux, le fait Le de perdre chantage, son le pass travail. sanitaire, ça a fait quand même, ça a contraint, en réalité, ça a obligé la majorité à se faire vacciner. Après, on peut parler des faux passes sanitaires, sans Tout à fait. doute, qu'il y en a. Mais, mais vous savez, Kate, l'expression passe sanitaire, c'est une méthode de manipulation. Ça n'a rien de sanitaire. Hein. C'est pas un pass, c'est un Bien sûr. passeport. Si vous dites passeport vaccinal, c'est ça que ça veut dire en vrai. Alors on dit passe sanitaire, bah, tu vois, c'est pas grave, c'est cool. Non, non, c'est un passeport vaccinal. Mais le passeport vaccinal, tel que l'explique l'ancienne ministre de la Santé, celle qui était en 2020 là, euh, Agnès Buzyn, vous parlez d'Agnès Agnès Buzyn? Non. Buzyn nous explique, oui tout à fait, nous explique que le passeport vaccinal existait bien avant ça et existe toujours. Hein, le passeport vaccinal, c'est que si tu veux inscrire tes enfants à l'école publique de la République, c'est un passeport vaccinal qui existe. Hein, quand on doit vacciner un enfant contre l'hépatite B, un enfant de 4 ans, il faut m'expliquer l'intérêt là. Est-ce qu'il va avoir des rapports sexuels non protégés? Est-ce que c'est pour ça qu'on donne? Non. Non, 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 ça n'a aucun intérêt. C'est un passeport vaccinal. Et donc tout ça, c'est des décisions qui viennent d'au-dessus de nos décideurs. Enfin, par exemple, je pense à notre cher président. Lui, il est là pour représenter des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et ce ne sont pas non plus forcément uniquement ces intérêts qu'il sert. Rappelez-vous, en 2016, il crée son parti LREM, La République en Marche. Mais c'est pas lui qui crée le parti. Non, c'est l'Institut McKinsey qui est un institut d'analyse stratégique, qui va créer ce parti. Et donc, ce n'est pas le parti d'Emmanuel Macron, c'est le parti de McKinsey, qui est une entreprise américaine. Ok. Donc, on voit que tout ça, c'est vraiment de la foutaise. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que nous nous soumettions aux directives qui sont au-dessus de nos soi-disant représentants, qui ne représentent bien sûr qu'eux-mêmes. Et d'ailleurs, on peut peut-être rappeler qu'à propos du Covid, en octobre 2019, il y a eu une grande répétition générale à New York. Hum. Ça s'appelle l'Event 201, Ouais. et ça a réuni tout un tas de directeurs, de hauts fonctionnaires. La fondation Bill et Melinda Gates étaient là, Klaus Schwab, l'ancienne directrice adjointe de la CIA sous Obama. Voilà, il y a eu même le vice-président de Johnson Johnson, le laboratoire pharmaceutique, et j'en passe, Hum. qui ont fait une répétition générale d'un virus qui s'appelait, je sais plus comment. En tout cas, c'était un coronavirus, pareil, hein, qui se Hum. transmettait par voie respiratoire. Je sais plus quel est son nom, mais Philippe Aymar, dans son livre Covid-19, enquête sur un virus, détaille point par point justement cette répétition.
Et on voit bien que là, c'est pas normal. Alors, je veux pas être complotiste parce qu'on nous traite toujours de complotistes. Mais là, on se dit quelques mois avant, euh, en fait, ils ont repris tout ce qui s'est déroulé à partir de mars 2020, en fait. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout ça a été bien ficelé. Je veux dire, c'est une opération de marketing très bien ficelée. Ça se fait pas tout seul, hein. Si on écoute le docteur David Martin, lui qui est spécialiste des brevets dans le médical, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un spécialiste international très très intéressant. Docteur David Martin, il s'est exprimé devant la Commission européenne notamment. Il nous explique que tout ça c'est fait pour les actionnaires. Parce que pour lancer ce genre d'opération très très grosse, il faut de gros capitaux, et donc il faut que les actionnaires investissent dans les injections et les vaccins. Et donc, cette évente de sang, c'est pas pour nous, hein, c'est pas pour vous convaincre de faire les bons choix, c'est pour convaincre les actionnaires d'injecter des capitaux dans ce genre d'opération. D'ailleurs, ce même docteur David Martin nous apprend que le premier brevet pour les vaccins à protéines Spike, il date de 1990 et a été commercialisé en 1991 par Pfizer pour des bovins. C'est un vaccin à la base pour les animaux. Mais là, il a été remodifié sous forme d'ARN messager. Mais à la base, pour moi, c'est la même chose. Je ne suis pas spécialiste en ARN, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc là, il était nécessaire de motiver les troupes, il était nécessaire de récupérer des actionnaires, il était nécessaire de récupérer des partenaires pour pouvoir lancer cette grande opération. Si on regarde dans le petit guide là, vers la fin, dans la partie des opérations psychologiques, en page 99, on va voir que si on va au lien de l'ocde.opsi.org, de toute façon c'est noté dedans, on va voir qu'il y a une carte mondiale des unités moi j'appelle ça de manipulation psychologique. Ce sont des unités de psychologie comportementale qui sont intégrées au gouvernement pour modifier le comportement des populations. Et tout ça, c'est mondial. Ce sont des réseaux. Voilà, il y a des réseaux. C'est pas une question de complotisme, c'est juste une question de regarder les faits. Le complotisme, c'est quoi? C'est un anathème. C'est comme si je vous dis, vous êtes pas une bonne chrétienne, vous êtes une sorcière, on va vous brûler. C'est exactement la même chose. C'est une façon de contrôler l'esprit humain par des effets de normalisation en utilisant la création de groupes imaginaires, comme les islamo-gauchistes. Je sais pas, il y a 20 ans, ça n'existait pas, les islamo-gauchistes, et d'un coup, pouf, ça existe. Comment ça se fait? C'est qu'on a créé cette représentation sociale d'un groupe social imaginaire, et on a jeté l'anathème sur eux en leur disant vous êtes des méchants parce que vous êtes des islamo-gauchistes. Mais ça se trouve demain il y aura des christiano-centristes et ça seront eux les méchants parce que on se sert de ça pour influencer le peuple en créant de nouvelles normes. C'est de la normalisation. C'est une attaque, pour moi, une attaque cognitive, donc sur notre système de réflexion, notre système cognitif, en utilisant les méthodes de normalisation. Si je vous dis, si vous pensez comme ça, Kate, vous êtes une complotiste, il ne faut pas penser comme ça. Donc, si vous acceptez cette norme, d'abord de façon consciente, puis de façon inconsciente une fois qu'elle est intégrée, alors vous n'arriverez plus à penser correctement. Vous n'arriverez plus à penser, entre guillemets, le fait qu'il y a des intérêts qui nous dépassent et qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron vend le fleuron de l'industrie française à des Américains? C'est pas juste parce que ce matin il a glissé en sortant de son lit. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est parce que il a un intérêt à faire ça. Quel est cet intérêt? Ça, j'en sais rien. On peut imaginer ce qu'on veut. Mais la création du terme complotisme, c'est comme la création du terme islamo-gauchiste. C'est comme de traiter un Américain comment on s'appelle, de communiste dans les années 60. C'est pareil. C'est pareil. On va vous décrédibiliser et on va empêcher les autres personnes de réfléchir à certains sujets. On n'a pas le droit de penser. C'est la police de la pensée. Est-ce qu'il y a une notion aussi d'emprise peut-être sur les citoyens de la part des gouvernements? Ah, complètement. Complètement. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, j'ai fait un peu de grec. Bon, mais du coup, je connais pas bien le latin. Alors, j'ai appris quelques mots de latin ces dernières années, notamment le mot gouvernement. Ça vient du latin. Ça vient de governare, qui
qui veut dire contrôler, contrôler, gouverner, et ment, qui est le diminutif de mentis, qui veut dire l'esprit. Gouvernement, ça veut dire contrôler l'esprit. Alors, j'ai déjà eu des remarques comme quoi c'était pas la bonne traduction, mais j'invite les détracteurs à aller voir sur des dictionnaires de latin, comme le Olivetti par exemple. Vous trouverez clairement que c'est une traduction possible. Si on contrôle l'esprit, on contrôle le corps. C'est ce que nous explique Michel Foucault notamment dans Surveiller et punir, c'est-à-dire que on va arrêter de taper sur les gens, enfin on va leur taper moins dessus, on va arrêter de les torturer en public comme au Moyen-Âge, et on va plutôt essayer de contrôler leur esprit, comme ça sera plus facile, et on aura un meilleur contrôle. Est-ce que ce guide, c'est aussi une manière de ne pas oublier et de dire aux gens, voilà, gardez à l'esprit que tout ce qui s'est passé pendant la période du Covid, voilà toutes les étapes qui ont été menées, voilà comment ça s'est passé, voilà la manipulation que vous avez subie, les traumatismes qui sont occasionnés. Est-ce Oui, que tout c'est à une fait. manière de dire, voilà, gardez ça à Tout l'esprit, à fait. n'oubliez pas. Tout à fait. Pour moi, c'est très important de connaître ces méthodes de manipulation parce qu'elles sont utilisées, elles ont été utilisées, elles sont réutilisées, elles le seront encore et encore jusqu'à ce qu'on soit capable de s'en défendre, qu'on soit capable de les reconnaître. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent du couple Emmanuel-Brigitte en disant que ce sont, en grosso modo, des pervers narcissiques manipulateurs. Le principe du pervers narcissique, si vous avez malheur de vous mettre à la colle, de vous marier, d'avoir un compagnon qui est comme ça, il va utiliser des méthodes, des pièges, de façon instinctive ou en les connaissant. Et tant que vous n'arriverez pas à comprendre comment ça marche, vous resterez dedans. Un piège jaloux, on met le pied dedans, clac. On sait que c'est un piège jaloux. On voit bien, ça fait mal, on sait qu'il est là. Dans un piège psychologique, on ne voit pas le piège. Et c'est pour ça qu'on reste enfermé dedans. Moi, pour moi, une des fonctions, c'est de se souvenir, de ne pas oublier, parce que ces méthodes de manipulation, ces méthodes perverses, sont utilisées encore maintenant. Par exemple, hier, je suis allé sur le site de la Poste et j'ai vu marquer quoi? L'identité numérique. Déjà 7 millions de Français ont accepté l'identité numérique. Ça, c'est un nudge. C'est le nudge par. Alors le nudge, juste pour une petite parenthèse, le nudge c'est une nouvelle forme de psychologie comportementale qui vise à modifier le comportement de façon subtile sans qu'on ne s'en aperçoive. Là, si je vous dis déjà 7 millions de Français ont accepté l'identité numérique, c'est super, allez-y. C'est un nudge qui se base sur le biais de conformité. Notre cerveau a plein de biais. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment pas parfait la façon dont on pense. C'est comme quand on fait un créneau, on a des angles morts. Si tu regardes juste tes rétros, bim, hop, t'écrases le chien de la voisine. Ah, problème. Donc, le nudge se base sur les biais cognitifs. Ce sont des failles que tout le monde a, que vous, moi, n'importe qui a. Et donc, si je vous dis 7 millions de Français ont déjà accepté ça, vous allez vous dire, oh, ça fait beaucoup de monde, dis donc, j'ai envie de faire pareil. Parce que moi aussi, j'ai envie de porter des Nike. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une voiture comme les autres. C'est le biais de conformité. On a tous quelque part envie d'être un petit peu comme les autres. Alors moi, mes Nike, elles sont vertes. Je suis pas comme les autres, mais quand même, j'ai des Nike. Bon, voilà. Et là, on va vous dire, 7 millions, c'est beaucoup, je vais être comme les autres. Alors qu'en fait, 7 millions, c'est même pas 10% de la population. Donc en fait, si je vous dis 10% de la population a déjà accepté l'identité numérique, vous allez dire quoi? Bon, je ne vais pas le faire. Si je vous dis maintenant 7 millions de personnes, c'est beaucoup, vous voulez faire partie du club? Ah bah là, forcément, vous avez plus envie. Voilà, ça c'est une méthode de manipulation. Et donc, si je vous dis 51% des Français ont déjà accepté la vaccination anti-Covid, Kate, il faut y aller. Vous n'avez pas envie d'y aller? Si vous regardez demain un sondage pour les prochaines présidentielles et que vous voyez que 60% des Français vont voter pour le gros Roger, alors peut-être vous allez vous dire, ah ouais, mais quand même c'est pas mal, le gros Roger, c'est intéressant ce qu'il propose. Parce qu'on a envie d'être comme les autres. On a tous envie d'être un peu comme les autres. Je veux dire, ça fait partie de notre nature humaine. Le fait de se sentir exclu du groupe, c'est une souffrance pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ressembler à autrui. On a besoin d'être un petit peu comme les autres. Ou pas, ou pas. Après, c'est un choix personnel. J'ouvre une parenthèse juste sur l'identité numérique. Peut-être que je vous apporte je vais apporter un complément à à justement ce Je service vous en prie. qui est proposé par la Poste. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entrepreneur et alors là, je m'adresse à tous les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, peu importe, hein, ce service vous est quasiment imposé.
Parce que vous devez faire remplir vos formalités sur l'INPI. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, et puis c'est le cas depuis 2 ans peut-être. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est vraiment très récent. Tout a été centralisé au niveau de l'INPI. Et à la fin de vos démarches, on vous demande la signature électronique. Et cette signature électronique ne peut être faite qu'avec l'identité numérique proposée par la Poste. Et vous n'avez pas d'autre choix que de vous inscrire sur ce service-là de la Poste, qui est très compliqué parce que beaucoup de personnes ont des problèmes, voilà, pour synchroniser, enfin, c'est vraiment comme toute l'administration française, mais je vais me taire à ce sujet-là qui est encore très archaïque à mon goût. Et donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça, sur cette identité numérique qui est quasiment imposée, en tout cas aux chefs d'entreprise. Voilà, si jamais les gens veulent réagir dans les commentaires, moi je suis ouverte aux remarques, mais ça c'est, on va dire, c'est personnel. Alors là, je témoigne de manière personnelle. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, comme l'avait dit, je ne sais plus quel ministre, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas obligatoire. Bon, sauf si vous refusez. Voilà, Voilà. exactement. Tout ça, ce sont des grandes manœuvres d'ingénierie sociale et on se rend pas forcément compte à quel point nous sommes les sujets du roi et les sujets, les objets de grandes manœuvres d'ingénierie sociale. Et on nous jette beaucoup de poudre aux yeux pour nous empêcher de voir comment le système fonctionne et comment il nous façonne et comment ce façonnage comment dire, est modifié pour nous amener quelque part. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus dépourvu de notre pouvoir. Bientôt, vous n'aurez plus de voiture. Hein. Les ZFE, là, ça a capoté pour cette fois-ci, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Parce que le but des ZFE, c'est de rentrer dans les villes de 15 minutes. Par exemple, les villes de 15 minutes, hein, c'est un vieux modèle. C'est un modèle, le modèle colonialiste qui a été utilisé dans l'esclavage des Boliviens au XVIe siècle. C'est la même chose, mais c'est remis au goût du jour. Et toutes ces manœuvres, en fait, c'est très difficile de se battre contre. Pourquoi? Parce que nous sommes isolés les uns des autres. Hein, l'isolation sensorielle, l'isolation sociale, c'est très bon pour ceux qui dirigent et c'est très mauvais pour ceux qui sont dirigés. C'est pour ça que tous les cafés, les restaurants ont été fermés pendant le Covid pour nous empêcher de nous rencontrer, d'en Bien sûr. discuter et de dire non, mais ça va pas. Allez, demain on y va. Mm. Ça n'a pas été possible. C'est pour ça que je parlais de guerre de cinquième génération, c'est-à-dire que nous diviser leur permet de faire avancer leur plan d'ingénierie sociale. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui aujourd'hui disent bah moi le Covid c'est du passé, ça fait partie du passé, ça ne sert plus à rien d'en parler, voilà. C'est une histoire qu'on a entérinée, voilà. C'est le passé qui définit notre présent. C'est l'histoire de France qui fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. On ne doit pas oublier notre histoire, c'est très important de s'en souvenir. Si c'est pour dire ça, on peut oublier la Deuxième Guerre mondiale, on peut oublier les camps de concentration, c'est terminé. Donc, moi je pense que mes propos sont peut-être un peu forts, mais il faut pas nier son passé. C'est très difficile, bien sûr, d'accepter. C'est très difficile d'accepter ça et de grandir dessus. C'est très difficile, mais c'est comme tous les traumatismes, c'est comme à chaque fois qu'on tombe de vélo, ça fait mal, mais on remonte, on se souvient de notre gamelle, de comment on s'est vautré, et ça va nous aider dans le futur à mieux réagir. Hein, si on oublie tout ce qui est négatif dans notre vie, on ne grandit plus. Dans la vie, c'est dur. C'est la vie, c'est vraiment très dur et ça fait mal. Ça fait partie du jeu. Alors, moi, je n'ai pas envie d'y penser tous les jours. Hein. J'avoue qu'avoir écrit ce livre, ça m'aide à dormir la nuit. J'y pense plus la nuit déjà, c'est pas mal. Euh, C'était aussi une forme de thérapie peut-être pour moi, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut pas oublier les leçons du passé. C'est même pas penser au Covid, mais se connaître les recettes qui ont fait qu'on a détruit le corps social aussi facilement. Si les gens avaient connaissance de ces recettes, juste le bref résumé qu'il y a là-dedans, eh bien, bien sûr, ça ne marche plus. On se vaccine l'esprit. C'est l'histoire, ça sert à ça.
Si on étudie l'histoire, on se rend compte que la plupart des méthodes qu'on a vues passer ces 10 dernières années ont déjà été utilisées maintes et maintes fois. Sachant que Faut pas l'histoire oublier. qu'on apprend à l'école n'est pas forcément la réalité. Ah, là, je, ah bah bon, écoutez, je suis obligée de le dire quand même. ah bah, il faut le dire. C'est important de le Voilà. dire. Liberté, Venez égalité, écouter nos fraternité. interventions, nos interviews sur le Média en 442 sur Kate TV. Vous verrez que le discours est vraiment très loin de celui qui est raconté dans les écoles, oui, sur Alors, les bancs juste, des écoles. je me permets une parenthèse parce que Je vous en prie. la plupart des enseignants, moi, que j'ai rencontrés ou que j'ai croisés dans ma vie, étaient des gens bien intentionnés qui font le max, et même des fois plus que le max. Hein, franchement, il y en a qui bossent jusqu'à des heures pas possibles en étant payés finalement pour de nombreuses personnes pas si cher. Le problème, c'est que eux aussi sont normalisés. Quand on fait l'école des maîtres, l'IUFM, on est normalisé à penser qu'est-ce qui est bien. Par exemple, on pense que la Révolution française est une bonne chose. Liberté, égalité, fraternité, ça veut dire qu'on va être tous copains. Non, pas du tout. On oublie, par exemple, que la France a été historiquement le premier pays qui génocide sa propre population. Je parle du génocide vendéen, ça on l'apprend pas à l'école. Vous voyez, enfin, l'histoire, elle est toujours remodelée par les vainqueurs pour soumettre les vaincus. C'est un classique. Et en France, c'est comme ailleurs. La République n'est pas une démocratie, c'est une république. Sinon, on dirait pas République démocratique. Ça n'aurait aucun sens. Eh ben pour l'histoire, en tout cas, moi, je conseille à nos auditeurs et spectateurs de suivre les rendez-vous de Kate avec Marion Sigaud parce qu'on a Ah des oui. capsules historiques et elle est vraiment extraordinaire comme femme. Voilà, moi, je l'apprécie beaucoup et c'est un puits de connaissances et là, on Mhm. réapprend l'histoire autrement. On a pas parlé des conséquences de toute cette manipulation, Mhm. de toute cette période Covid. On va quand même parler de notre santé mentale. Notre santé mentale va très mal. En tout cas, elle a été déclarée grande cause nationale 2025 par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Pas forcément pour les mêmes raisons que ce qu'on pourrait croire, mais en tout cas, ça a été déclaré comme grande cause nationale. Pourquoi notre santé mentale va mal? Parce qu'elle a été de plus en plus malmenée. Euh, si on prend un groupe d'êtres humains lambda, bien souvent, il va essayer de se remonter. Hein. Je veux dire, vous voyez, vous, avec vos amis, vos copains, vos copines et vos potes, on va essayer de se tenir par la main, on va essayer de se faire du bien, bon voilà, on essaye d'aller bien, on essaye d'aller mieux, on rigole, on s'envole. Le problème, c'est que il y a notre gouvernement détruit notre santé mentale, notamment. Alors là, je pense particulièrement aux jeunes. Ce qu'on a vu à l'œuvre pendant le Covid, c'était de la destruction systémique et systématique de nos points de santé mentaux. Maintenant, euh, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. On voit une augmentation des suicides, on voit une augmentation de l'alcoolisme, de la drogue, qu'elle soit légale ou pas légale, de l'utilisation de médicaments, de Valium, de Tranxène, de Xanax. Pourquoi? Parce que en France, on était déjà parmi les champions du monde du suicide. Ça, c'est quand même pas rien. Maintenant, on a encore dépassé ce stade pour aller de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que si Kate, vous êtes au fond du seau, si vous en pouvez plus, si vous vous battez tous les jours contre vos idées suicidaires, alors vous n'aurez peut-être pas la force de vous battre contre vos ennemis. Hein. Un des piliers de l'art de la guerre, selon Sun Tzu, c'est de subjuguer l'ennemi par la force, c'est aussi de détruire son moral. Si je détruis votre morale, vous allez vous soumettre. Pour moi, c'est le point crucial dans la stratégie Covid du gouvernement, des gouvernements, c'était de détruire notre santé mentale. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On voit par exemple quand Gabriel Attal était ministre de l'Éducation, lui qui n'a jamais mis les pieds dans une école publique, qui n'y connaît rien et qui n'y connaîtra jamais rien, a créé ce qu'ils appelaient les classes par option. Donc dans les collèges et lycées, si vous voulez, le groupe de référence d'un ado, c'est très important pour lui. On a une classe de 30 élèves, on va dire. On a 5 ou 10 potes qui sont notre groupe de référence, qui s'identifient par rapport à de la musique, par rapport à des fringues, par rapport à quel film j'aime, quelle est ma matière préférée. Ça, Gabriel Attal l'a détruit.
hein. Les ados n'ont plus de groupe de référence. Ça, c'est extrêmement grave. Moi, j'ai eu des témoignages, pardonnez-moi, d'enfants qui sont partis en dépression, qui ont eu des gros problèmes, qui ont eu besoin de l'aide de psychologues professionnels. Juste pour ça. Parce que si je détruis votre cadre de référence, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous étiez en chute libre. Vous tombez, vous vous raccrochez à la première branche qui passe. Et cette branche, qu'est-ce que c'est? C'est EVARS. On va restructurer les groupes, on va restructurer votre identité parce qu'on a détruit votre identité sociale. Détruire l'identité sociale des gens, c'est très grave. Si je vous sépare, si je vous prends et je vous mets dans un petit... si j'atomise la population, comme ça a été fait, en fait, c'est très grave pour la santé mentale. Et pourquoi ça a été déclaré cause publique? Ben parce que c'est le coup du pompier pyromane. D'accord? D'une part. Et d'autre part, ça peut permettre de créer un ordre des psychologues, comme on a créé un ordre des médecins pour contrôler la médecine. Contrôler l'ordre des médecins, ça contrôle la ressource. Et la ressource, c'est les docteurs. Et si on crée un ordre des psychologues, parce qu'on décide que c'est très important, d'un coup, là, on n'en avait rien à foutre, mais maintenant on considère que c'est très important, alors on va être en mesure de dire, oui, mais attendez, c'est très important, il faut créer un ordre des psychologues. Alors que on manque de psy en France depuis bien longtemps. Il y a un numerus clausus qui existe, mais qui n'est pas appelé comme ça, qui n'est pas dit, hein, tout simplement. Si je vous, pour ceux qui n'ont pas fait fac de psycho, en gros, il y a 400 élèves en première année, et à la fin, il y en a 10 qui sortent, qui arrivent en master 2. Pourquoi? Parce que juste avant le master 2, il y a une sélection, et on enlève entre 4 cinquièmes et 9 dixièmes de personnes qui ont 4 années d'études, qui ont validé, qui sont pour la plupart capables, mais on va les dégager. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les financements. Et ces financements, ils viennent d'où? Ils viennent du gouvernement, ils viennent des régions, bref, c'est décidé en haut lieu, et on décide qu'il y aura tant de psychologues. Et pour que un psychologue, un médecin, un grutier ou un garagiste ait une valeur, il faut qu'il n'y en ait pas trop. Et même s'il en manque, alors on aura encore plus de valeur. Tout ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est négatif pour la santé mentale des Français. Je veux dire, la France est un pays qui ne traite pas bien ses citoyens au niveau psychologique, qui les maltraite. Et même au niveau même dans les crèches. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé il y a quoi, peut-être 2 ans. On est passé de 4 bébés par personne dans une crèche à 5. C'est extrêmement grave. Si je vous file 2 bébés, 3 bébés à vous occuper toute la journée, c'est très dur, c'est très dur. 4, c'est quasiment surhumain, hein. Franchement, moi, je s'occuper de 4 bébés en même temps, c'est inimaginablement difficile. Si on passe à 5, 6, 7, 8, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir de la maltraitance institutionnelle. Et c'est fait exprès. On sait tous ça. On le sait tous. La déprivation, le manque de bons soins, juste parce qu'on n'a pas le temps, qui va conduire en plus le personnel au burn-out, voire pire. Donc pour moi, les politiques gouvernementales sont telles que, oui, on détruit la santé mentale des Français. Et Klaus Schwab l'avait dit, dans le monde de demain, grâce à l'agenda 2030, il y aura beaucoup plus de maladies mentales. Bravo, ça c'est mon modèle, c'est super. Merci Klaus Schwab. Et là, on s'est attaqué en particulier, surtout avant tout, aux jeunes, à la jeunesse, que ce soit aux enfants, aux adolescents, aux étudiants. On a vu, ils ont terriblement souffert de cette période. Et on a vu le cas de tentatives de suicide aussi. Marie-Estelle Dupont en parle très bien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est pas fini. Là, on a inventé un nouveau symptôme. Je sais pas si vous avez sûrement vu, éco-anxiété. Non mais de qui se fout-on? L'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai peur du changement climatique. Pourquoi est-ce que j'ai peur du changement climatique? Parce que c'est une agression psychologique répétée encore et encore et encore tous les jours à la téloche, à la télé, à la radio, dans les journaux. Il n'y a pas d'éco-anxiété. Pour moi, ça n'existe pas. C'est juste de l'anxiété due au matraquage, toujours au même endroit. Regardez, le mois dernier, je me suis coincé le doigt dans la porte de ma voiture. Aïe! J'ai crié, j'étais pas content. Le lendemain, crac, je me coince le doigt dans ma brouette en jardinant. Ah, le même doigt. Alors là, je hurle de douleur. Le lendemain, mon enfant me prend par la main, par le doigt où j'ai mal. Et là, je hurle, je pleure, j'en peux plus. Pourquoi?
parce que on tape toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Jusqu'à ce qu'il y ait un traumatisme qui soit créé de façon si profonde que vous allez développer des troubles anxieux. Et des troubles anxieux, c'est pas au niveau clinique, c'est grave. C'est pas juste, je me sens un petit peu tendu. Non, Mhm. non, non. Les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs, etc., ça peut être très grave et même mener à des tentatives de suicide, automutilation. J'ai eu des témoignages de personnes qui travaillent en milieu scolaire, enfin, de automutilation d'adolescents. Enfin, je veux dire, qui prennent des cutters pour se lacérer. Pourquoi? Parce que quand je souffre dans mon petit cœur quand j'éprouve un mal-être tellement important, c'est de la souffrance. Et si je me mets des coups de cutter sur le bras, par exemple, la souffrance physique va me faire oublier ma souffrance mentale. Vous voyez? Et pareil, le suicide. Le suicide, qu'est-ce que c'est? C'est un pari. Je parie que la douleur que je vais ressentir au moment où je vais sauter du 17e étage, où je vais me pendre, ça va durer 3 minutes, c'est moins pire que ce que je subis tous les jours. C'est extrêmement grave. Quand vous voyez l'employé d'une certaine grande chaîne de restauration rapide se foutre le bras entier dans la friteuse, c'est parce qu'il estime que ce petit moment de douleur extrême sera moins pire que ce qu'il subit chaque semaine depuis des mois et des mois. Donc, on voit que c'est, enfin, moi je vois clairement, pour moi c'est fait exprès. Enfin, là, on est même plus dans de la santé, on est dans de la détresse, dans de la souffrance. Ah, oui, 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 de la souffrance, mais il n'y a pas de limite à la souffrance, vous savez. Regardez, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années du Foxconn Gate. Foxconn Gate, le Foxconn, l'usine Foxconn, c'est l'usine qui va fabriquer la plupart des iPhones Apple. C'est l'usine où le record du monde de suicides. Il y a plus de 400 suicides par an dans cette usine. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mec qui saute par la fenêtre. Vous imaginez l'ambiance. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pallier à ça, ils ont mis des filets anti-suicide, c'est-à-dire qu'ils ont bouché toutes les fenêtres avec des filets comme des cages de foot. Vous pouvez même plus vous suicider. On va vous emmener au-delà de la souffrance du suicide pour vous obliger à produire des iPhones 14 heures par jour. Ce qui est pas nécessaire, en fait, hein. Ce qui est pas nécessaire. Un être humain qui fonctionne bien, qui est heureux au boulot et qui a des potes, en fait, va être plus productif. Moi, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain depuis des années. Quelqu'un qui a la pêche au travail, franchement, je vous vois, alors j'espère que ça se passe bien pour vous, Kate, mais vos entretiens, vos interviews sont en général de très bonne qualité. Pourquoi? Ben parce que vous aimez ce que vous faites et parce que vous le faites dans un cadre qui est au moins correct, sinon agréable. Maintenant, je vous fais la même chose dans un truc dégueulasse avec tous vos collègues qui vous détestent, le résultat sera probablement moins bon. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Ah, Dire que j'aime ce que je fais? Je pense que ça s'entend. ah ben, exactement. Et donc le résultat est J'ai là. pas de, voilà, Et donc le j'ai résultat est pas de bon. réponse, hein. Merci, merci. Est-ce que ça signifie que finalement, ce qu'on a vécu avec le Covid, c'était juste une entrée en matière? Pour moi, c'est de la mise en place. C'est-à-dire que on va mettre en place une structure. Bon, par exemple, on peut penser à l'agenda 2030. C'est bon, mais il n'y a pas que ça. On va mettre en place une structure grâce à des méthodes d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est juste fabriquer la société. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas qui sont des pièces d'ingénierie sociale. Par exemple, la Sécu. Avant, ça n'existait pas. Puis, on l'a inventé. Maintenant, ça existe. C'est plutôt positif. Hein, moi, j'aime bien la Sécu quand même quand je suis malade. Et tout ça, l'assurance chômage, l'école, pour tous, ça peut être très positif. Mais ça peut être très négatif aussi. Ça dépend ce qu'on en fait. D'accord? Donc, pour moi, le Covid, c'était un gros pataquès pour permettre d'accélérer les changements sociaux décidés par tout en haut. Où est-ce que c'est tout en haut? Alors là, par contre, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Donc pour moi, c'était de la mise en place. C'est la mise en place du monde de demain. C'est ça que ça veut dire pour moi l'agenda 2030. Et le Covid, c'est le début, enfin, c'est pas tout à fait le début, mais c'est un démarrage poussé de la mise en place du monde de demain. Voilà, le meilleur reste à venir, Kate. Donc, moi, la question que je pose, vraiment, c'est comment est-ce qu'on va faire, nous, les citoyens, pour créer notre monde, pas pour arrêter d'être les esclaves de la République de la France, mais pour commencer à construire notre France. Je pense que déjà,
avec tous les médias indépendants qui se créent et puis tous les professionnels qui prennent position comme vous, bah déjà on est tout de même en train de construire le monde de demain, j'ai envie de dire. Alors ça avance carrément, mais ça c'est que la première phase. C'est-à-dire que dans un groupe humain, pour prendre des décisions de groupe, pour avancer, pour construire quelque chose, il faut nécessairement 3 phases. Première phase, c'est la phase d'information. Ça, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, Kate. C'est ce que vous faites. C'est la phase d'information. Vous et de nombreux autres podcasteurs et journalistes indépendants. D'accord? Phase 1. Phase 2, la phase de délibération. Il faut qu'on en parle. Par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé dans la dernière interview de Kate. Ils ont parlé de ça. Il faut qu'on en parle avec mon voisin, avec ma compagne, avec mon enfant, ma grand-mère, le gros Roger, mon voisin, mon pote. Il faut qu'on en parle. C'est la phase de délibération. Et un groupe humain a nécessairement besoin de cette phase pour arriver à la phase 3, la phase de décision. C'est ce qu'on appelle une démocratie. Nous avons des informations, nous en débattons ensemble pour prendre des décisions communes. Si on n'a pas ces 3 phases, il n'y a pas de démocratie. Donc vous, Kate, vous faites le fondement, la phase 1. C'est très bien, c'est essentiel et nécessaire. Mais il manque les 2 autres phases. Et ça, il faut qu'on le construise. Par exemple, les conventions citoyennes, si je ne m'abuse, vous mettez une centaine de personnes dans un grand amphithéâtre, vous leur posez un problème, et hop, démerdez-vous. Ça, c'est la phase 2. On va débattre. Et comme on est des personnes intelligentes, mais quand je dis nous, c'est pas juste vous et moi, hein, c'est 99% des personnes sont des personnes intelligentes. Certains ne savent pas qu'elles sont intelligentes. L'être humain est très fort comme espèce animale, on est très fort pour s'auto-organiser. Vous voyez des abeilles, une ruche, ça marche très bien, c'est carré, c'est militaire. Mais elle ne peut pas changer de modèle organisationnel. Nous, on peut. Donc, nous devons trouver ensemble comment nous allons faire pour nous organiser, pour construire le monde de demain. Et ça, c'est crucial. Pourquoi? Parce que en face, ça bosse, et ça bosse même dur pour que la domination sociale des puissants sur nous soit toujours plus forte. Donc, merci de faire votre boulot, mais ça, c'est que le début. C'est que le début. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Bah, ça bosse en face, mais nous aussi on bosse. Et puis Ah j'ai ouais. envie de vous dire, bah, on a aussi beaucoup de temps à rattraper, donc il va falloir être patient. Et peut-être que ça se passera pas de notre vivant aussi. Hein. Faut être conscient de ça. Hein. Peut-être que là on est en train de poser les jalons pour les générations futures, hein, qui sait. Hein. Parce que en Ouais. face ils sont quand même assez puissants, ils sont nombreux, mais en tout cas c'est un combat qui vaut le coup. Et je vous remercie, Yann, Ben, moi aussi, je vous remercie. pour votre petit guide. Alors, je rappelle le titre, le très petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération. Peut-être que je mettrai le lien de votre site internet sur lequel on Ah, peut ça serait très gentil. c'est ça, fournir, qu'on Oui, peut commander votre livre. tout à fait. Il n'est pas disponible pour l'instant en librairie tant que j'aurais pas trouvé d'éditeur qui soit assez qui puisse envoyer ça. Donc il est disponible uniquement pour l'instant sur mon site internet le-petit-guide.fr. Très bien, on mettra le lien en description. Je vous remercie infiniment, Yann, d'avoir Merci été mon beaucoup, Kate. invité. Merci à tous les spectateurs et auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve très très vite. À bientôt. Au revoir, Yann. Au revoir, Kate. Merci.